Bonjour. Ah, c'est bon, je peux garder celui-là. Bonjour à tous. Je vais peut-être rester debout, mais je me rassierai. Comme Xavier m'a dit que j'avais plein de temps, dans la présentation, normalement, elle n'est pas très longue, alors j'ai tendance à parler beaucoup par moment. C'est un projet ANR qui a donc été accepté cette année, donc qui démarre tout juste là. Et l'objectif, c'est de proposer aux archéologues des outils qui puissent les aider dans leur raisonnement pour comprendre un petit peu le passé des objets. Donc, dans le consortium, il y a 5 laboratoires, dont 2 côté plutôt informatique, 3 du côté informatique et 2 du côté plutôt SHS. Je vous ai mis ici les objets, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, les objets typiques qui sont à l'étude pour ce projet-là. Alors, notre projet se base sur la difficulté de raisonner dans le domaine de l'histoire et de l'archéologie, puisque l'hétérogénéité et la complexité des informations à collecter est vraiment importante. Donc, on va trouver beaucoup d'ouvrages, hein, comme d'habitude. Là, c'est la recherche de base. Il y a des choses au format numérique, évidemment, mais il y a, dans le cas des objets anciens, il y a aussi de la documentation ancienne, difficile à lire, plus difficile à interpréter. On va trouver des photographies, des objets, on va trouver des mesures, on va trouver avec des diagrammes, etc. Et donc, cette quantité d'informations-là, elle doit être digérée mentalement par les collègues archéologues. Et finalement, ils ont assez peu d'outils numériques. Alors, il y a plein d'efforts qui sont faits dans les communautés, mais les outils numériques de manipulation des objets et des données, finalement, pour eux, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et au final, il n'y a pas grand-chose de complètement intégré. Alors, on ne va pas pouvoir intégrer la totalité des choses, mais l'idée, c'est d'aller un petit peu vers ça. L'objectif du projet, c'est de coupler de l'information 3D. Alors ici, tout le monde a déjà des idées pour faire ça, a déjà éventuellement pratiqué. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les objectifs du projet, hein. Donc, de coupler des objets 3D dont on va avoir une visualisation la plus réaliste possible, alors en fonction de ce qu'on arrive à faire et en fonction aussi du matériel disponible dans les labos d'archéologie, avec une gestion des annotations basée, on essaye de le faire aussi dans les règles de l'art en se mettant dans des standards, typiquement SIDOC, CRM, Archéo, etc. Et essayer de collecter aussi de l'information sur la base des objets qu'on a déjà. Par exemple, un historien est à l'étude d'un objet particulier. Il a une information sur une partie de l'objet et ce qu'on voudrait, c'est lui proposer des outils qui puissent permettre d'aller collecter des informations sur des objets, par exemple, similaires ou de la même date ou du même auteur, entre guillemets. Voilà. On voudrait assurer que cette gestion des données respecte les principes FAIR que je ne vais pas rappeler ici. Et donc moi, je suis informaticien et je fais plutôt de la synthèse d'images et de la simulation d'éclairage. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir un outil de visualisation qui soit le plus réaliste possible pour que les archéologues puissent manipuler de façon virtuelle des objets qu'ils n'ont pas forcément la possibilité de manipuler dans la vraie vie. Alors, dans les exemples que je vais vous donner, il y a un laboratoire qui s'appelle l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, qui se trouve au Caire. Et sur les sites de fouilles, ils ont maintenant l'interdiction de sortir tout objet pour l'étudier, tout doit se faire in situ. Et c'est très compliqué pour eux parce que toutes les analyses doivent être faites sur les sites archéologiques avec potentiellement le vent, le sable, le soleil, etc. Et donc, on a un accès relativement limité. Et donc, est-ce qu'on peut proposer des outils qui puissent permettre de faire quelques acquisitions très simples pour ensuite avoir une restitution 3D pour des objets qui puissent échanger avec d'autres collègues dans le monde? Voilà. Et donc, ce qu'on voudrait faire, nous, dans le projet, c'est avoir des outils d'acquisition qui puissent permettre une restitution aussi réaliste que possible. Et est-ce qu'on peut arriver à trouver des moyens pour rééclairer les objets, par exemple, pour les remettre dans des conditions autres que celles de l'acquisition elle-même? Voilà.
Une autre question qu'on souhaite adresser, c'est la restauration virtuelle. Alors, l'idée, ce n'est pas du tout d'essayer de restaurer l'objet 3D et de corriger des défauts où ils ont été détruits. Alors, là, on parle d'aplats de couleurs. On ne va pas rentrer non plus dans la chimie, etc. On n'a pas le temps sur la durée. Et puis, c'est des problèmes qui sont extrêmement compliqués. Mais par contre, restaurer des aplats de couleurs en lien avec des peintures, etc., en utilisant des mécanismes d'apprentissage, on pense que c'est quelque chose de faisable. On pourra en discuter aussi parce que ça pose, ça pose un certain nombre de questions, mais on a des idées pour les traiter. Alors, les objets sur lesquels on travaille sont listés ici. Donc, il y a le Palais des Ducs à Poitiers, qui est étudié en ce moment par un collègue qui s'appelle Nicolas Proutot. Donc là, les objets de Poitiers, ils sont étudiés par le CESCM. C'est le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. À chaque fois, j'ai du mal. Donc, le Palais des Ducs à Poitiers, l'Hypogée des Dunes, les peintures de l'abbaye de Saint-Savin. Ça, c'est côté plutôt CESCM à Poitiers. Et pour l'IFAO, on a une collègue qui souhaite développer une céramothèque virtuelle. On a choisi ces objets-là parce qu'ils sont assez fondamentalement différents dans leur type d'études. On a des gros objets, des petits objets. La céramothèque, bon, là, j'ai mis un exemple, je vous le remontrerai tout à l'heure. C'est un objet complet. Par contre, ils ont aussi tout un tas de fragments différents pour lesquels ils veulent avoir des acquisitions et pouvoir avoir une manipulation un peu réaliste. Et puis, en transversal, on a aussi la photothèque du CESCM qui contient une grosse base de données de photographie sur un certain nombre de sites et en particulier sur certains de ces objets-là, mais pas tous. Voilà. Donc, il y a 3 volets du côté numérique. Donc, il y a ce qu'on veut arriver à mettre en place, c'est un modèle de données. Alors, le modèle de données de l'information archéologique, pour nous, il viendra forcément via les bases de connaissances existantes. Donc, SIDOC, CRM, hein, les triplés RDF, etc., qui sont, à notre avis, la meilleure façon de représenter les choses, avec éventuellement des extensions s'il y a des manques. On veut pouvoir manipuler ces informations-là, typiquement pour faire des croisements, pour essayer peut-être de proposer des nouvelles déductions, s'assurer qu'il n'y a pas de différence. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, on a un objet qui a une certaine datation avec un certain nombre de déductions qui ont été faites. Un autre objet qui est en lien très fort avec celui-là et donc on peut valider éventuellement des informations qui seraient cohérentes ou détecter des incohérences dans les données saisies qui peuvent ensuite éventuellement remettre en cause certains raisonnements. Mais par inférence, on peut imaginer également avoir peut-être de nouvelles hypothèses qui pourraient apparaître grâce à ce type de système-là. Voilà. Un autre problème qui va se poser, c'est la gestion de l'annotation localisée sur l'objet 3D et sa pérennisation dans l'évolution de l'objet. Par exemple, comme on l'a vu sur l'exemple juste précédent, dans la vie de l'objet, le bâtiment est construit à un moment donné, terminé ou pas, va évoluer, va être détruit, va être réutilisé pour faire autre chose, et des parties de l'objet vont disparaître un temps, alors qu'ils avaient été annotés avant. Donc la partie géométrique disparaît, mais la notation, finalement, elle doit quand même persister parce qu'elle existe sur une période différente de l'objet. Donc toutes ces questions-là, il faut les aborder. Et justement, l'atelier annotation m'intéresse beaucoup pour ces raisons-là. Voilà. Ensuite, il y a la partie visualisation photoréaliste, puisque là, l'objectif, c'est bien d'utiliser les photos. Alors, je vais y revenir un tout petit peu après, puisque j'aimerais vous faire une petite démonstration. On a beaucoup de labos qui utilisent maintenant la photogrammétrie, parce que c'est très pratique. On n'a pas besoin de système d'acquisition tellement lourd. Finalement, souvent, on a un drone, une caméra, un appareil photo. Et dans les exemples que je vais vous montrer, même avec une dizaine de photos, on peut avoir des reconstitutions plutôt sympathiques. Et nous, ce qu'on fait au labo depuis quelques années, c'est qu'on réutilise les photos au moment de la visualisation. C'est-à-dire que le nuage de points est bien, mais il a un certain nombre de défauts.
On peut pousser la reconstruction pour aller sur le maillage texturé, mais le maillage est extrêmement lourd, hein. Il faut faire à peu près x6 sur le nuage de points. Et au moment du rendu, au moment de l'affichage sur l'ordinateur, ça prend trop de ressources. Et finalement, on aimerait avoir 20-30 images secondes, mais on a peut-être 1 ou 2 images par seconde. Donc, c'est saccadé, on ne peut pas se déplacer comme on veut, c'est désagréable. Voilà. Donc, tout ça aussi, on peut en discuter, mais je ne veux pas le faire tout de suite. Et donc, ce qu'on voudrait, c'est non seulement une rapidité d'affichage de type nuage de points, mais avec une texture qui est aussi réaliste que possible. Voilà. Et nous, on réutilise les photos d'origine pour faire un calcul de texture en temps réel au moment de l'affichage. Et ça va beaucoup plus vite que d'avoir un maillage 3D complet. Et puis, il y a la question de la visualisation, hein. Juste avant, on parlait de visualisation d'un type d'information qui est la notion de certitude. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir un moyen d'identifier des annotations qui soient localisées sur l'objet ou sur le site, puisque l'objet, il faut le voir vraiment au sens large, et de pouvoir sélectionner ces annotations, aller interroger des bases de connaissances, etc. Donc, ça, c'est un travail d'IHM à faire. Qui permettrait de faire le lien justement entre l'objet 3D et les annotations et leur localisation sur l'objet. Voilà. Bon, simplement, l'organisation du projet, il faut imaginer en entrée en fait, tous les objets sur lesquels on a choisi de travailler. À gauche, les laboratoires côté, on va dire, informatique, sciences du numérique, je ne sais pas comment vous voulez les appeler. À droite, les laboratoires qui vont justement faire le raisonnement historique qui nous intéresse, et puis les nouvelles sorties, les nouvelles connaissances qu'on espère avoir à la fin du projet. Et entre deux, eh bien, nous, on doit mettre en place les différents blocs qui sont indiqués ici. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, mais on va retrouver les 3 volets que j'ai évoqués juste avant. Mais on a besoin, on ne peut pas travailler, nous, de notre côté, sur la question des annotations si on n'a pas les collègues archéologues qui viennent échanger avec nous. Donc, c'est vraiment un travail qui va se faire au fur et à mesure en tandem sur tous les points. Voilà. Donc, les différents laboratoires, hein, le CESCM, donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale à Poitiers. L'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, qui se trouve au Caire. Le LIAS, qui est spécialisé dans la partie des données. Donc, c'est le laboratoire d'informatique et d'automatique pour les systèmes. Le CRESTIC, qui est à Reims. Le LIAS est à Poitiers, je ne sais pas si je l'ai dit. Le CRESTIC, qui est à Reims, qui est un laboratoire dont une partie des collègues travaillent justement sur des questions d'acquisition, de simulation d'éclairage, de restitution aussi. Et puis XLIM, dont je fais partie, qui se trouve à Poitiers. Et on a aussi les 2 volets. On est assez complémentaires de ceux de Reims, puisqu'on a un système d'acquisition qui permet d'avoir des surfaces à une résolution micrométrique. Et puis un système enfin, plus notre compétence sur la partie simulation d'éclairage et visualisation 3D. Voilà. Donc voilà, il y a 5 sous-projets dans l'organisation de Digitalis. Donc il y a la partie du départ qui est la sélection des objets et des données associées aux objets. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Le projet a effectivement démarré au 1er novembre. On a un sous-projet qui s'intéresse à l'acquisition de l'apparence pour préparer la restitution 3D. Un sous-projet qui s'intéresse à la partie restauration virtuelle des aplats de couleurs, hein, je fais attention. Et puis, il y a le centre où on va avoir besoin de mettre tout ça en musique ensemble. Donc, il y a aussi une partie du projet là-dessus qui va être faite en commun. Et donc, on va avoir la partie gestion des données, plus visualisation et une interface qui va venir gérer l'ensemble. Et finalement, à la fin, sur les 2 derniers work packages à droite, on a la partie visualisation qui va permettre d'observer l'information elle-même, l'objet 3D, et donc
un petit peu, hein, faut imaginer comme le démonstrateur précédent, hein, où on a la partie visu 3D et puis les informations qui viennent jouer en fonction du point de vue et de la sélection de l'utilisateur. Évidemment, ce qu'on espère, c'est arriver grâce à ce système faciliter, alors c'est un prototype, hein, mais faciliter le travail des historiens. Voilà. Je vous remercie et si j'ai quelques minutes, je veux bien faire une petite démo. Vas-y, vas-y. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai mis. Je n'ai pas regardé. Ah, c'est fait exprès. Alors, je vous remontre ces photos-là, c'est des photos d'un vase égyptien qui a 7000 ans. On a été au Caire au mois de mai, donc le projet nous intéresse vraiment. On a commencé à travailler avec les collègues depuis pas seulement le 1er novembre. Et donc, ces photos-là, on les a prises. Il y a 46 photos. Alors, je vous montre les 46 photos. Voilà, elles sont toutes prises du même point de vue, hein. Donc, les photos ont été prises, vous voyez, il y a même mes mains à la fin, voilà, 46 photos. Les photos ont été prises en extérieur. C'est un test qu'on a fait. Posé sur un drap noir, l'objet. Un trépied, un appareil photo ultra standard, hein, un vieux réflexe numérique entrée de gamme. Et donc, je tournais on était deux, je tournais l'objet et mon collègue prenait une photo à chaque fois, point de vue fixe, mais c'est comme si on prenait des photos en tournant autour de l'objet. Voilà. À partir de ces 46 photos, on a passé à un logiciel de photogrammétrie qui nous a fait la reconstruction. On s'arrête au nuage de points. Donc, ça, ce n'est pas nous qui le faisons. On n'apporte strictement rien à cette reconstruction-là. On est juste utilisateur. Nous, ce qu'il nous faut en sortie, c'est le nuage de points et les matrices de projection de chacune des caméras. Voilà. À partir de ça, donc, je vous montre le vase, mais je vous montrerai peut-être quelques autres objets si vous êtes sage. Alors, ça charge un petit peu parce que j'ai 1 million de points sur ce vase. Ah bah, ça a été même assez vite. Pardon, 650 000 points. Donc, vous avez le nombre de points ici en haut. Alors, pour préciser, ce PC, c'est un PC de 2018 qui n'a pas de carte graphique. Et alors, je ne suis pas en free.js, je suis sur un navigateur Firefox et on a codé, alors c'est notre spécialité, donc on a assez facile à faire ça, on a codé en dur toute la gestion de l'interface graphique et l'affichage 3D. Et vous avez ici le nombre d'images par seconde. Alors, j'ai une toute petite manip à faire. Et ce qu'on a habituellement, alors par contre, j'aimerais pouvoir poser le micro. J'ai besoin de mes deux mains là. Et donc là, je ne sais pas si vous m'entendez, sur l'affichage standard, ça va être la guerre avec le micro. Bon, on va voir si ça tient. Donc là, je passe en affichage rendu base et point, comme ce que vous avez l'habitude de voir habituellement quand on fait du rendu base et point. Alors nous, nos points, alors c'était un choix, mais on va revenir en arrière. Nos points, on les rend comme des petits carrés dans l'espace. Voilà. Alors certains vont plutôt dessiner un petit disque. On va revenir au petit disque. Mais bon, en tout cas, on est toujours frustré quand on a ça parce que finalement, on a quelque chose de plutôt sympathique sur l'objet, mais il manque des bouts, quoi. Alors, une stratégie, c'est de dire j'augmente la taille de mes points. Alors, c'est un petit peu mieux parce que ça bouche les trous, mais en l'occurrence, ce que j'ai comme effet, alors que ce soit des disques hein, ou des carrés, hein, ça ne change pas grand-chose, je ne vois rien du tout de l'objet. Et puis, lorsque j'ai des points qui ont été... alors ici, je crois que j'ai une partie qui est un petit peu moins bien reconstruite. J'ai des points qui sont légèrement décalés par rapport à la surface. Et puis, finalement, quand j'augmente la taille des points, ça augmente aussi les défauts. Donc, avec nos méthodes de rendu, je suis désolé, je veux bien répondre à toutes vos questions, mais je ne peux pas vous faire le détail. L'idée, c'est que ce qu'on fait du nuage de points, on oublie. Là, pour l'instant, on a une couleur par point, comme d'habitude. Ce qu'on fait du nuage de points, c'est qu'on reconstruit simplement
une carte de profondeur dans l'espace de l'image. Cette carte de profondeur, on l'utilise ensuite, une fois qu'on a la donnée 3D, on va la reprojeter sur toutes les photos. Et c'est pour ça qu'on a besoin des matrices de projection. Et en fait, ce qu'on est en train de reconstruire là, c'est une texture automatiquement adaptative qui va être calculée par pixel. Et là, je suis à 20 images par seconde sur mon vieux PC. Enfin, je me suis mis dans le pire des cas. Et j'arrive à avoir une visualisation qui est relativement réaliste. Voilà. Alors, je peux toujours jouer sur la taille des points. Mais par contre, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a quelque chose de plutôt intéressant. Pour la petite anecdote, cette céramique-là, ça s'appelle coquille d'œuf. C'est extrêmement fin. Alors, je vous montrais tout à l'heure l'objet du dessus. Voilà. Donc là, avec ce mode d'affichage, on arrive à avoir vraiment le bon relief. Il y a des défauts, hein, tout n'est pas parfait. Mais voilà, on passe de ça à ça avec notre système. Et donc, c'est extrêmement fin comme céramique. Et il y a des taches rouges ici. Et donc, la collègue, Sylvie Marchand, elle s'appelle, certains la connaissent peut-être. Sylvie, elle m'expliquait qu'en fait, ce vase, il avait été retrouvé dans des tissus d'embaumement. Donc, de quelqu'un qui a été embaumé il y a 7000 ans. Enfin, voilà. Je peux vous montrer un ou deux autres exemples. Je propose aussi que on prenne des questions s'il y en a pendant que tu fais la démonstration, s'il y a des questions. Comme j'ai aucune idée de l'heure. Il est déjà 18h30, donc on a bien dépassé. Ouais. Ouais. Okay. Quand j'ai demandé à Daniel de coporter la partie annotation, il s'est posé la question. Il n'a absolument pas voulu y aller s'il n'y avait pas justement Adeline Manuel qui aidait. Bon. Ouais. C'était pas tout à fait ça la discussion. Hein. J'ai presque imposé, voilà. Ok, donc pas de questions. Donc je propose qu'on remercie Daniel et que